question de l'armée, est-ce qu'il faut une armée permanente ou est-ce qu'il faut des milices populaires, des sortes d'unités d'autodéfense, comment la population peut contrôler la police, etc. Elle renvoie à des débats vraiment très, très denses, en fait, dans l'histoire de la modernité occidentale, si on s'en tient à l'Occident. Et il n'y a pas de réponse simple, mais très clairement, et donc c'est une des raisons disons, qui explique cette tradition aux États-Unis qui est souvent mal comprise et aussi mal réinterprétée aujourd'hui par les gens qui s'en réclament le fameux droit de porter les armes. Et là, je ne suis pas du tout un défenseur des associations de défenseurs du droit de porter les armes aux États-Unis qui sont vraiment qui ont des propos et très problématiques en fait. Mais si on essaie de retrouver dans quelle tradition ils s'enracinent, on remonte dans le temps et on voit des débats tout à fait intéressants où en fait 16e, 17e, 18e siècle, en Occident, pas seulement en Amérique du Nord, mais en Occident, l'idée en fait d'une armée permanente c'était considéré comme en fait la route parfaite pour la tyrannie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le roi, le prince, le duc aient à sa disposition une armée permanente, c'est-à-dire des gens qui vont vivre du métier des armes, que ce soit des mercenaires par ailleurs ou que ce soit des nationaux, mais dont la profession, ça sera de vivre en caserne du métier des armes. Ça, c'est la voie parfaite pour la tyrannie, parce que du coup, ils sont réellement au service, non pas de la population, malgré leurs déclarations, serments ou autres futilités, mais c'est le bras armé de facto, c'est le bras armé de ceux qui nous gouvernent, et donc on voit très bien le problème en situation de conflit social. Et donc, cette idée, par exemple, aux États-Unis, du droit de porter les armes, ça vient de là, c'est-à-dire, non, c'est la responsabilité de défense de la communauté, elle doit être en partage et elle doit être, si on peut employer un terme contemporain, démocratisée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à cet enjeu. Donc là, après ça, d'un point de vue technique, moi, j'ai pas nécessairement de solution ou de plan. Là, j'ai pas dans mes cartons l'organigramme de la prochaine organisation par milice d'autodéfense du prochain régime de démocratie directe, libre, égalitaire et solidaire. Je n'ai pas ça, mais clairement, ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas si je n'ai pas de proposition programmatique, très clairement, c'est pas tellement difficile de développer une critique de l'organisation militaire et policière aujourd'hui en revenant à cet esprit, disons, de méfiance à l'égard d'armées permanentes et de police permanentes qui sont au service donc des élites. Et là, si on se replonge au 16e, 17e, 18e siècle, quand il y avait ce débat en fait qu'il ne faut pas avoir, il ne faut pas que le roi ait une armée permanente parce qu'il va en faire son bras armé et que ce sera un outil de la tyrannie. On parle d'unités militaires qui avaient des capacités totalement risibles à comparer apparemment à comparer par exemple avec, et là je parle pas de l'armée, mais je parle des polices aujourd'hui aux États-Unis, en France, au Canada, en Allemagne et ailleurs. Parce que les moyens, le développement de la police, je parle pas de l'armée, je parle vraiment de la police depuis 15-20 ans. Déjà que la police était évidemment bien organisée avec beaucoup de ressources, mais en fait il y a un processus de militarisation, de développement des corps policiers en termes d'effectifs, en termes de moyens d'action, en termes d'outils de surveillance aussi, en termes d'outils législatifs, qui fait en fait que la police, qu'à la limite, à Montréal par exemple, demain matin il y a des troubles importants, on n'a pas besoin des lois de mesures de guerre ou de faire venir l'armée. La police, c'est des milliers de personnes extrêmement armées avec tout un appareillage, un équipement, etc. Et donc, évidemment, en situation de conflit social, la police et l'armée, de toute façon, évidemment, elle ne sera pas du côté du peuple, elle va être du côté des élites. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, évidemment, c'est un problème tout à fait réel. Si, disons, on essaie de penser la critique des organisations du pouvoir élu,
de l'aristocratie élective, de l'élite économique. Évidemment, on arrive à un problème parce que là, la critique, elle va atteindre une limite. On peut critiquer dans des débats, on peut critiquer sur des vidéos, on peut critiquer dans des livres, on peut évidemment organiser éventuellement des grèves, des manifestations, etc. Mais on se demande, là, quand on va atteindre un point de rupture, comment ça va se jouer. Si ça se joue avec les armes, on voit bien qu'il y a un problème de déséquilibre. Après ça, il y a des débats, on peut élargir le débat en se disant, oui, mais si on regarde l'histoire des dernières décennies, la lutte armée populaire, elle est héroïque, elle est romantique, elle peut être idéalisée, elle n'est pas toujours victorieuse non plus, elle est souvent sévèrement réprimée, et même si le peuple est armé, face à cette armée et cette police, il est souvent massacré, torturé, éliminé, etc. Et donc, c'est des questions lourdes de conséquences et complexes. Il n'y a évidemment pas de solution facile. La plupart des grands mouvements révolutionnaires des dernières années, il y a eu une part de violence clairement de part et d'autre, mais ce qui a été leur force ou leur efficacité, ça a été, je dirais pas d'être des mouvements non violents ou pacifiques, parce que ça, c'est pas ça nécessairement le plus intéressant, à la limite c'est pas nécessairement vrai non plus, mais c'était surtout des immenses mouvements de masse dans la rue. On pense au printemps arabe, on pense à d'autres mouvements, même la chute en fait de l'Union soviétique, qui était pourtant la deuxième plus grande puissance militaire au monde. Le régime est tombé comme un château de cartes en fait. Après ça, on pourra me rétorquer très certainement que oui, peut-être, mais ce qui en est sorti, c'est pas une société plus égalitaire ou libertaire, ce qui est vrai pour les pays d'ex-URSS, ce qui est vrai aussi pour les pays du monde du Maghreb, par exemple. Et c'est vrai, mais je ne sais pas si ça avait été des luttes armées entre le peuple, disons, et l'armée rouge, ça aurait été des résultats plus heureux. Je ne sais pas, c'est des questions complexes. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que quand on est rendu à solutionner un débat politique les armes à la main, c'est qu'on est rendu dans une situation compliquée. Et qu'en tout cas en Occident, au fil des siècles, c'est généralement l'élite qui gagne.